Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette dernière table ronde avant la table ronde de conclusion. J'ai une petite pensée pour Nelly, avec qui nous avons sélectionné les propositions que nous allons entendre maintenant. Et je remercie aussi toute l'équipe de l'IDEA pour son organisation. Dans notre table ronde de population amérindienne, histoire et pandémie, nous allons finalement faire suite à la précédente et voir comment les populations amérindiennes réagissent par rapport aux inégalités d'accès au système de santé, voire à une politique de la contagion, voire à une nécropolitique, et comment eux-mêmes décodent ces politiques. Essayer de comprendre aussi comment plusieurs États latino-américains finalement sont probablement assez conscients des risques de fracture sociale et font appel, puisent dans leur histoire pour se donner les moyens d'une unité nationale et puisent dans leur répertoire d'histoire nationale pour le faire. Ce sont donc 6 contributeurs qui ont nourri 3 interventions. Je voudrais souligner que ce sont donc des intervenants issus de 6 universités et laboratoires différents de tout le territoire, de 4 disciplines, civilisation, histoire, sciences politiques et archéologie, et qui vont donc mieux nous permettre de comprendre ce lien des États-nations avec les populations amérindiennes, des populations amérindiennes avec les États-nations, et interroger au fond la question des frontières, de la souveraineté et des hétérogénéités internes, des frontières entre nous et eux, qui se créent à la faveur de la pandémie. Alors, dans un premier temps, nous allons écouter l'intervention de Claire Encordoki, de Lionel Larré et de Stéphane Rostin. Donc, Claire Encordoki est doctorante en civilisation américaine à l'Université de Toulouse 2. Lionel Larré est professeur de civilisation américaine à l'Université de Bordeaux. Et Stéphane Rostin est directeur de recherche au CNRS dans l'UMR Archéologie des Amériques. Excusez-moi, Bordeaux-Montaigne. 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 Ah, il faut préciser. Merci. Ah, j'y tiens beaucoup. D'accord. Vous m'expliquerez en off cette importance. J'y suis moi aussi attachée sur les différentes Sorbonnes de Paris qu'il faut distinguer. Merci. Et puis, donc, je vais donner tout de suite la parole à Claire pour donc votre intervention commune face à la Covid. L'histoire se répète pour les Amérindiens. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci aux organisateurs et organisatrices de ces 2 journées de nous permettre à Stéphane, Lionel et moi de vous présenter notre travail. Donc, comme vous l'avez dit, nous travaillons tous les 3 sur des régions et des peuples bien distincts des Amériques dans des disciplines différentes. Et nous allons donc tenter de dépeindre en quelques mots l'impact qu'a eu la Covid-19 sur certains autochtones. Donc, comme vous le savez certainement, les Amérindiens ont subi de plein fouet la pandémie de Covid-19, mais ce n'est pas la première fois qu'un tel mal les accable. Pour des chercheurs comme nous, l'utilisation des mots pandémie et amérindien dans la même phrase nous transporte généralement entre 500 et 200 ans auparavant, aux heures sombres de la colonisation européenne sur le continent américain. Et donc, on va essayer ici de faire le lien entre ce moment et aujourd'hui. Donc, il y a 500 ans, les Amérindiens ont affronté un véritable cataclysme épidémiologique à l'arrivée des Européens. C'est ce que le chef Shuar Tsamaranda en Équateur explique en mars 2020 lorsqu'il dit, je cite, « Les pandémies nous ont déjà frappés, comme la grippe, la rougeole et la varicelle, tuant des millions de personnes en Amérique latine. » Donc, c'est à peu près entre 85 et 90% des populations amazoniennes qui ont succombé à cause de l'arrivée des Européens. Et dans l'histoire de la colonisation des Amériques, les épidémies ont fait davantage de victimes que les conflits armés parmi les Amérindiens. Donc, les virus cités par Tsamaranda, auxquels on peut ajouter le choléra et la variole, ont été favorisés par des regroupements forcés et ont décimé les Amérindiens tant au nord qu'au sud du continent. Alors, ces épidémies, elles ont été favorisées par des échanges commerciaux entre colons et nations amérindiennes qui se sont développés du XVIe au XIXe siècle et qui ont permis donc au virus de circuler d'une population à l'autre plus rapidement. Dans les grandes plaines du continent nord-américain, par exemple, cette propagation, elle s'est faite d'autant plus rapide avec l'évolution des moyens de transport, comme avec l'arrivée du cheval au sein des tribus Lakota.
Dans le cas des Yanomami d'Amazonie, Bruce Albert souligne qu'ils attribuaient certaines épidémies à la fumée du métal, l'odeur de graisse anti-rouille des nouvelles machettes qu'ils achetaient aux colons européens. Pardon. Donc ici, on voit un parallèle avec la situation actuelle de mettre en avant les intérêts économiques plutôt que la santé. Voilà, c'est quand même d'une étrange actualité. Certains historiens mettent également en lumière autre chose qu'une immunité déficitaire. Pourquoi les Amérindiens ont été autant victimes d'épidémies. On cite alors les conditions cruelles de la colonisation avec des déportations, l'esclavage, la famine qui ont favorisé la propagation des virus et l'émergence de foyers de contamination. Par exemple, on peut bien s'imaginer que la distanciation sociale était quand même assez difficile dans les quartiers d'esclaves des missions californiennes. En Amérique du Nord, les nombreuses politiques fédérales à l'égard des Amérindiens, comme celles qui ont consisté à les parquer dans des réserves au Canada ou aux États-Unis, ont eu pour des conséquences sociales et économiques à même de créer des conditions idéales de développement de nouvelles épidémies, comme la pauvreté, la destitution, la démoralisation, etc. Et donc, avec Stéphane et Lionel, nous avons identifié différents types de crises qui ont été exacerbées par la pandémie de COVID-19, à savoir socio-économique, politique et culturelle. Donc en effet, les conséquences de la colonisation, elles sont toujours d'actualité aujourd'hui. Au Brésil, par exemple, les Amérindiens ont un taux de mortalité 2 fois supérieur à celui du reste du pays. Aux États-Unis, on ne fait pas mieux. La destruction des systèmes traditionnels de subsistance et d'alimentation explique aussi que les taux les plus élevés d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires, qui sont tous donc des terreaux favorables à la COVID-19, se trouvent parmi les populations amérindiennes. En août 2020, une étude du CDC, de Center for Disease Control and Prevention, a évalué que la probabilité que les Amérindiens soient contaminés 3,5 fois plus que la population euro-américaine. Ils mettent en cause le manque d'accès aux ressources sanitaires nécessaires à la prévention, des conditions de vie parfois difficiles sur les réserves et un système de santé inadapté pour faire face à une telle crise. Donc, on manque de moyens pour bâtir des logements et donc des familles se retrouvent à 15 ou 20 personnes entassées donc dans les mêmes maisons et ainsi la distanciation est difficile à tenir. Alors, la crise touche aussi, bien sûr, ce que l'on appelle les Urban Indians aux États-Unis, les Amérindiens qui vivent dans les grandes villes. Et cela souffre également donc, de conditions sociales favorables à l'infection, comme dans les milieux. Mais pour eux, c'est une invisibilité assez typique. En général, leur identité ethnique est méconnue ou erronée. Ainsi, il est à craindre que le bilan chez les Amérindiens soit bien en deçà de ce qu'on sait. Et les chiffres déjà disponibles sont déjà alarmants, mais ne sont que l'arbre qui cache la forêt. Alors, un autre type de crise qui a été exacerbée par la situation, c'est la mauvaise gestion donc, de la crise par les différentes instances gouvernementales dans les Amériques qui a aggravé une situation déjà critique au niveau politique. Les inégalités socio-économiques dont de nombreuses populations amérindiennes sont victimes résultent de traités bafoués, logements surpeuplés, les infrastructures médicales insuffisantes, l'accès à une eau contaminée par l'exploitation des ressources minières. Elles découlent toutes directement du non-respect de la souveraineté des nations autochtones. Dans notre papier, nous avons plusieurs exemples de cela, mais je vais en citer un ici. Par exemple, en Amazonie, le chef Kayapo Raoni Metektire, que vous voyez ici à gauche, ainsi que d'autres leaders indigènes, ont saisi la Cour pénale internationale afin d'enquêter sur le président du Brésil, Jair Bolsonaro, à droite, pour crimes contre l'humanité. Ils ont accusé le président brésilien de persécuter les peuples autochtones en détruisant leur habitat, en bafouant leurs droits fondamentaux et en les abandonnant sans aide, notamment durant la pandémie. Et ceci, c'est aussi vu au nord du continent. Donc, en plus d'une crise politique et socio-économique, la pandémie, elle s'accompagne aussi de grandes craintes d'une catastrophe culturelle. Dans certains groupes, un ancien qui meurt, c'est potentiellement une langue, une histoire orale et des traditions qui s'affaiblissent davantage. C'est ainsi donc que l'exprime le docteur Michelle Thom de l'hôpital Navarro de Winslow lorsqu'elle dit « Si nous perdons nos aînés, qui sommes-nous en tant que peuple ?» Et on retrouve le même discours du côté des Amazoniens qui, dès le début de la pandémie, se sont inquiétés du devenir de la mémoire collective en voyant en fait la mortalité des plus âgés.
Dans ces sociétés de tradition orale, ce sont en effet les doyens et les doyennes qui transmettent aux plus jeunes générations les mythes fondateurs et les savoirs traditionnels de la communauté. Donc ici, le chef Tikuna Remberto Kawamari de Colombie déclare que s'ils venaient tous à s'éteindre, comprenez ici donc les doyens et les doyennes, nous resterions avec nos jeunes qui, à l'avenir, ignoraient tout de notre culture, de nos us et coutumes. C'est cela que nous craignons. Alors que la Covid-19 est particulièrement virulente auprès des personnes âgées, son impact sur les nations amérindiennes est d'autant plus désastreux que leur survie repose en partie sur les épaules de ceux et celles qui peuvent parler la langue et transmettre l'histoire et les valeurs de la communauté aux plus jeunes. Et donc, ceci justifie d'autant plus la réactivité des différentes communautés amérindiennes du continent face à la pandémie de Covid-19. Alors, comment se sont-ils organisés ? Comme on l'a dit, ce n'est pas la première fois que les Amérindiens font face à une épidémie. L'attitude des Amérindiens face à la pandémie actuelle, elle fait écho à celle qu'ils ont dû avoir par le passé. En voyant le mal se propager d'individu en individu, les populations non urbaines qui étaient néanmoins fortement connectées se seraient rendues compte que ces connexions devaient être stoppées pour éviter en fait, le danger mortel de la pandémie. Donc, pour stopper la transmission, ils se seraient reclus et auraient fermement l'accès à leur village pour interdire à tout étranger d'y pénétrer. Et c'est exactement ce que de nombreuses ethnies ont fait dans la région de l'Amazonie, mais comme aux États-Unis aussi. Ici, vous avez un exemple d'un barrage Shipibo au Pérou, mais on peut aussi citer les Quichua et les Chichamaen d'Équateur qui ont opté pour cette solution assez radicale en obstruant avec des gros troncs les pistes d'entrée de leur village. Donc, comme je l'ai dit, aux États-Unis, ça a aussi été mis en place. Donc, on prend ici l'exemple du Dakota du Sud, les nations Sioux de Cheyenne River et Oglala, face au refus de la gouverneure républicaine Kristi Noem de prendre des mesures de confinement, ont érigé des barrages routiers afin de limiter la population extérieure en direction de leur territoire. Ce qui a encore plus exacerbé les tensions déjà existantes entre l'État et les tribus parce que ce sont des mesures qui n'ont pas du tout plu donc à la gouverneure qui n'a pris aucune mesure de confinement. Donc, de fait, autrefois comme aujourd'hui, c'est par la route que le mal arrive. C'est pour ça que c'est la route qu'il faut bloquer. Et l'Amazonie, elle est striée de milliers de sentiers densément fréquentés, qu'aucune frontière géopolitique n'arrête. Et là, c'est sûrement un cliché qui tombe un petit peu parce qu'on imagine souvent l'Amazonie comme cette forêt impénétrable qu'il faut m'acheter sans relâche. Et en fait, les Amérindiens ont mis en place un réseau viaire soigneusement planifié. Et ces pistes, elles permettent en premier lieu de voyager, mais aussi de rejoindre d'autres implantations et de commercer. Donc, vous avez ici un exemple du réseau des routes dans le Haut-Xingu. Je ne sais pas si je le prononce bien, Stéphane. Voilà. Les données archéologiques suggèrent clairement que cette frénésie routière était plus forte encore avant l'arrivée des Européens. Et donc, un peu partout, les chercheurs ont mis en évidence des traces de routes soigneusement construites, allant des voies surélevées de Bolivie ou du Venezuela, ou de chemins creusés, comme vous le voyez ici, de la vallée de Lupano, en Équateur. Et cette interaction permanente, elle a pu favoriser, bien sûr, la dissémination de maladies infectieuses sur tout le continent. Et donc, il est probable que l'apparition de ce type de contagion aurait terrifié les habitants, et leur première réaction aurait sûrement été de fermer leur route et de se mettre en isolation volontaire et de confectionner des traitements. Et donc, si le barrage n'était pas suffisant, il fallait également soigner les malades. Ils auraient réfléchi à des pharmacopées adaptées, voilà, avec des débats entre chamans, des enquêtes sur les symptômes, des essais de composition de médecine, différents modes d'application qui auraient été essayés, etc. Bref, des tests, en fait, hein, comme on le fait tous. Les Amérindiens ont probablement fait appel aux esprits et aux êtres non humains pour prendre conseil et apprendre des recettes de potions. Ils auraient fait, en fait, ce qu'ils savaient être efficace, éviter la contagion, expérimenter des remèdes et consulter le plus d'humains et de non-humains possible. Donc, qu'est-ce qui a été fait ? La pandémie de Covid-19, elle a permis aux savoirs occidentaux et traditionnels de se répondre et de proposer des solutions locales en attendant l'arrivée d'un vaccin efficace. Par exemple, donc, aux États-Unis, il y a eu la mise en place de tours de garde des doyens de la communauté, de livraison de denrées et de matériel de protection. Là, je pense particulièrement aux réserves du Dakota du Sud, mais pas que. Depuis mi-décembre 2020, l'arrivée de doses de vaccins en territoire autochtone a conduit les réserves du Dakota du Sud à lancer des campagnes de vaccination massive. Vous y voyez ici en fait les affiches qui ont été proposées par les différentes réserves. Et la préservation culturelle a été la première des préoccupations. Comme ça a été le cas en fait chez les Cherokees en Oklahoma, parmi lesquels on compte 2000 locuteurs Cherokees seulement,
et ces derniers ont été une priorité nationale. Les vaccins ont en priorité été envoyés sur les réserves au niveau national. Donc, l'âge moyen de ces locuteurs Cherokee est de 67 ans, c'est-à-dire qu'ils et elles font partie des personnes les plus vulnérables à la COVID-19 et ils se sont fait vacciner avec enthousiasme, envoyant un message de confiance dans la vaccination qui a bénéficié à l'ensemble de la communauté. Je cite ici le chef de la nation Cherokee, Chuck Husking Jr., qui explique « Au final, nous aurons une dette immense vis-à-vis de ces aînés Cherokee qui ont fait le premier pas, qui se sont fait vacciner et qui nous ont montré à tous que c'était la bonne chose à faire. » Donc, cette priorité donnée aux doyens montre à quel point la protection culturelle des nations amérindiennes est importante et urgente face à la pandémie. Non loin de chez les Cherokees, toujours en Oklahoma, en mars 2021, la nation Chickasaw a suppléé le manque de réactivité du gouvernement de l'État en offrant le vaccin gratuitement à tous les résidents de l'État, Chickasaw ou non. Et donc, on voit ici que vraiment les nations autochtones ont redoublé d'efforts pour sauver leur population malgré les obstacles, et leur population, mais pas que d'ailleurs. Donc, en conclusion, ce survol de la situation amérindienne face à la COVID-19, elle montre de grandes similitudes entre la forêt tropicale humide d'Amazonie et les grandes plaines des États-Unis. Malheureusement, les situations et les épreuves vécues par les différentes ethnies tout au long de l'histoire de la colonisation semblent en partie se répéter. Et souvent ignorées, voire rejetées par les gouvernements en place, les Amérindiens ont dû ne compter que sur eux-mêmes. Mais quand même, pour finir sur une touche un peu plus joyeuse, il y a eu des inattendus qui ont atteint ces territoires parfois. Certains journaux se sont fait l'écho de l'aide apportée par de nombreux citoyens irlandais en remerciement d'une aide que leur avait fournie la nation Choctaw au XIXe siècle. En 1847, les Choctaw, peu de temps après leur propre déportation, avaient envoyé 170 $, ce qui équivaut à peu près à 100 000 $ aujourd'hui, à des Irlandais qui souffraient de la Grande Famine. Et donc, à l'occasion de la commémoration de la Grande Famine en 1995, cette histoire a été rappelée à la mémoire des Irlandais, d'où la sculpture que vous voyez à votre écran. Et cette année, des centaines de milliers de dollars de dons ont été versés à des organisations au Navajo et au Hopi pour des Irlandais qui ont explicité leurs dons comme un juste retour des choses en fait, par rapport aux dons qu'ils avaient reçus au XIXe siècle. Et je vous remercie. Merci beaucoup Claire pour la tenue du temps et puis ces cartes qui nous ont permis de passer des grandes plaines à l'Amazonie avec facilité. Vraiment un grand merci pour la clarté de l'exposition et de ces cartes. Nous allons maintenant écouter la contribution d'Edgar Manero, qui est chargé de recherche HDR au CNRS, au laboratoire de mondes américains en histoire, et de Maria Laura Reali, maîtresse de conférence en civilisation latino-américaine à l'Université de Paris. Et c'est Maria Laura qui va prendre la parole au nom des deux. Nous t'écoutons, Maria Laura. D'accord. Donc, en fait, oui, je remercie d'abord, je tiens à remercier en fait les comités d'organisation et notamment Mario Magnan et Capucin Boisdin et pour modérer aussi cette table ronde. Et je tiens aussi à dire que ce travail a été fait avec Edgardo Manero et que lui, il a pu, en fait, il s'est trouvé à l'époque, en début de pandémie, en Argentine, en fait, parce qu'il a été retenu, coincé, disons, là-bas, et donc il a pu faire pas mal de terrain. Donc, c'est là qu'ils ont surgi un peu les questions, on a commencé à travailler, et voilà. Et la plupart des documents qui composent donc, notre corpus a été réuni au cours des premiers mois de la pandémie et ça porte notamment sur l'Argentine, même si après, par la suite, on a essayé de faire un peu de comparer avec d'autres réalités, mais avec des ressources beaucoup moins importantes en termes de documents. Donc, en fait, la question centrale, oui, on a vu que depuis le début de la pandémie, en fait, nous avons pu observer certaines récurrences dans les discours qui circulent au niveau global ou local. Néanmoins, nous considérons qu'il est possible de déceler une certaine spécificité de l'Amérique latine concernant la place faite aux représentations épiques du politique, aussi bien par la voie du discours nationaliste que de l'histoire, en particulier la militaire, et ceci notamment par rapport aux usages politiques du passé faits en Europe et en particulier en France. Nous pouvons évoquer en ce sens les discours de
Voilà, le discours du 16 mars 2020, où le président Emmanuel Macron a utilisé la métaphore de la guerre, et par la suite, on a pu observer que ces genres de mots, de métaphores, de mots de guerre ont été repris par différents acteurs. Les métaphores militaires et les références aux héros citoyens ont été l'objet de critiques provenant de la sphère politique, de la presse et plus largement de l'opinion publique, ayant rejeté ces discours et les ayant souvent présentés comme des comparaisons complètement décalées. D'une part, le discours qui associe la lutte contre la COVID-19 à la guerre a été envisagé en Europe, notamment en France, par ceux qui l'ont critiqué sous l'angle des conflits armés interétatiques dans la forme traditionnelle. En ce sens, la rhétorique de la guerre apparaît conditionnée en France et plus largement en Europe, on croit, par les particularités de sa propre expérience et notamment par les souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale. D'autre part, et ça c'est plutôt une question que réponse, cette réception négative du discours épique pourrait aussi mettre en évidence que celui-ci ne fait plus partie de la représentation politique dans les sociétés de l'Europe occidentale. Mais comme je dis, ce n'est pas une réponse, c'est juste une question. En Amérique latine, par contre, les usages politiques de guerre du passé et de leurs héros ont été plus systématiquement utilisés et surtout moins contestés en tant que recours rhétorique. En revanche, étant donné la fragmentation de la mémoire et des récits du passé qui caractérisent cet espace géographique, les débats et les conflits se sont situés de façon prévisible au niveau du sens attribué à son passé et au niveau de la place faite à des figures de l'histoire, aussi bien nationales que régionales, dans les discours autour de la crise sanitaire. Dans ce cadre, nous voulons énumérer de façon très sommaire certains aspects abordés au cours de notre recherche. Un, la volonté de produire des discours d'unité nationale visant à dépasser les clivages par le biais de la mémoire et de l'histoire, en particulier militaire. La question du héros, envisagée tantôt comme une figure exceptionnelle individuelle, tantôt dans une perspective collective. 3. La tension entre la référence globale et la réception locale de la pandémie. 4. La mobilisation du souvenir de guerre interétatique et de la pérennité de la logique de la rivalité du voisinage territorial. Et finalement, la réactualisation de la dichotomie civilisation-barbarie, si prégnante en Amérique latine. Voilà. Pour ce qui est du premier point, nous avons remarqué une volonté de réduire les conflits, soit par l'évocation des figures plus ou moins consensuelles, soit par l'inclusion des figures appartenant à des traditions historiques diverses au sein d'une même campagne publicitaire. C'est le cas de l'Argentine, même si dans ce pays, les mêmes héros du passé ont été récupérés et par le gouvernement et par l'opposition pour défendre des causes opposées. L'appel à la conciliation nationale par le biais de l'histoire a eu donc un résultat assez mitigé. Dans le cas chilien, par exemple, on a essayé aussi d'intégrer à la publicité des figures appartenant à des traditions historiques diverses, mais dans le cadre d'un discours moins spécifique où l'on voyait défiler les héros guerriers à côté des intellectuels, des joueurs de foot et des survivants des catastrophes naturelles. Et on va voir après un documentaire, un petit spot publicitaire qui montre un peu ça, pour les cas argentins. Et deux, la question du héros, oui. Un autre aspect que nous voulons évoquer est celui qui renvoie à la dichotomie héros collectif, héros individuel. Bien que certains pays aient mis en avant la figure du héros collectif et anonyme, dans certains cas, l'idée du conducteur exceptionnel a été aussi mise en exergue, par exemple dans la propagande paraguayenne. En Argentine, par contre, on a davantage mis l'accent sur la figure du héros collectif, qui rejoint d'ailleurs une tradition associée au péronisme et réactualisée par le kirchnerisme dans le cadre des néopopulismes contestataires. Et c'est maintenant que je vais vous demander, s'il vous plaît, à la partie technique, si vous pouvez montrer les deux petites expos, sont très courts. Ah, voilà, Argentine. Ça, c'est l'Argentine. Voilà. Ah, normalement, il y a deux sons, mais on ne vous écoute pas. Argentinos y argentinas, ustedes luchen desde sus casas, que nosotros luchamos desde acá. Un enemigo invisible nos ataca. Cobarde. Que no muestra la cara. Mostrémosle nosotros Lo que este pueblo es capaz. Que el prójimo sea nuestro emblema. Que el cuidarnos sea nuestra espada. Todos podemos salvar al otro. Es tiempo de héroes comunes. Él, ella. Vos sos héroe. Que nadie afloje.
hasta que recuperemos nuestra libertad. Enseñémosle a este virus maldito que aquellas palabras escritas son el destino de nuestra patria. ¡Al gran pueblo argentino! Voilà pour l'Argentine et maintenant on va voir celui du Paraguay. Como en Tuyutí y Curupaltı, como en Boquerón y en Nanagua, la historia vuelve a llamarnos para defender nuestro suelo, pero ante un enemigo muy diferente. Un enemigo invisible que ataca de maneras impensadas y causa mucho daño en muy poco tiempo. Pero nuestra fuerza de combate hoy no está en las armas, está en la unión de 7 millones de paraguayos, comandados por sus héroes más valientes. La estrategia: mantenerse en la trinchera, seguir las instrucciones y apoyarnos entre hermanos. Estas horas pasarán a la historia como una de nuestras batallas más épicas, con la fe puesta en que cuando todo pase, vamos a construir un Paraguay mejor. Porque el verdadero lema del valor que siempre ha de seguir la raza paraguaya es vencer y vivir. Et on va de nouveau partager dans l'écran. Et les deux publicités qu'on ne va pas commenter maintenant, peut-être après, c'est Edgardo qui va prendre la parole plutôt pour les débats. À ce moment-là, peut-être qu'on pourra plus commenter et c'est aussi commenter dans les travaux un petit peu que vous envoyez. Mais les deux spots ont été produits, on pense qu'avant avril, sans doute, parce qu'au mois d'avril, on les a déjà en fait retrouvés. Donc, on sait que c'est la première étape de la pandémie. En avril, je parle de 2020, bien sûr. Donc, je continue, je reprends le troisième point. On a aussi vu que, en fait, la tension entre global et local, cette question renvoie à la distance existante dans certains pays entre la propagande produite par l'État et les discours véhiculés par la population. C'est le cas de la Bolivie, où le gouvernement a développé un modèle de communication évoquant des références globales pour illustrer la lutte contre l'épidémie. Celle-ci a été présentée comme un affrontement entre les super-héros vengeurs et les méchants Thanos, personnages tirés de l'univers Marvel Comics. En revanche, dans l'espace communautaire bolivien, la présence du virus n'a pas été perçue sous le prisme du modèle occidental de représentation, mais plutôt envisagée comme l'arrivée périodique d'un visiteur, comme autrefois la rougeole et la variole, ou plus récemment le choléra, chose qui a été déjà évoquée par les précédents expositeurs, qu'il faut accueillir avec respect, organisant des rituels qui cherchent à limiter les dégâts. Cette lecture de l'événement s'inscrit d'ailleurs dans une perception cyclique de l'histoire qui renvoie à d'autres moments du passé, notamment à la crise épidémiologique provoquée par l'arrivée des conquistadors espagnols. Dans d'autres témoignages produits en Bolivie, les ravages du coronavirus sont inscrits dans un long processus d'expoliation, acculturation et dommages collatéraux qui va du pillage des ressources naturelles locales à l'introduction d'idéologies foraines. La transmission du virus par un agent extérieur à la communauté, envisagée en termes de nations indigènes, n'apparaît pas comme un fait isolé, mais s'inscrit dans une séquence historique dans laquelle l'opposition constante entre un autre et un nous contribue à renforcer un discours d'altérité. Les points 4. Dans certains pays, la situation provoquée par la pandémie a mobilisé les souvenirs des conflits de voisinage, la guerre du Pacifique, la guerre du Paraguay, la guerre du Chaco, parmi d'autres. Les évocations à caractère belliqueux et épique ont visé surtout à renforcer les liens sociaux en présentant un collectif uni face à la menace extérieure. Or, bien que les messages ne visent pas spécifiquement à renforcer une altérité menaçante par rapport aux États limitrophes, la gestion de la pandémie a mis en évidence les rivalités interétatiques régionales. Néanmoins, à la différence de la dynamique des confrontations géopolitiques ayant caractérisé une grande partie du XXe siècle, la concurrence
pour faire preuve de compétences dans la gestion de la crise cache des questions liées au modèle de société choisi et participe des solidarités transnationales fondées sur les clivages politico-idéologiques qui traversent la région depuis le début du XXIe siècle. Par ailleurs, avec l'augmentation du nombre de cas de contamination endogène sur le continent, la question des mouvements frontaliers a pris de plus en plus d'importance. Les mesures d'endiguement se sont accompagnées d'une série de critiques et de commentaires constitutifs des identités nationales dans la région qui réactualisent les stéréotypes ethniques et culturels sur les pays voisins et leur population. Et, enfin, la réactualisation de la dichotomie civilisation-barbarie, les controverses sur le passé et les perceptions de l'altérité engendrées dans la crise sanitaire, ça répercute aussi sur la représentation de l'autre à l'intérieur des territoires nationaux, agissant sur des conceptualisations sociales préexistantes et sur les relations de pouvoir qu'elles comportent. L'idée contenue dans les propos sur l'incapacité de respecter l'ordre de la quarantaine est nourrie par la dichotomie civilisation et barbarie qu'elle réactualise. Certaines populations sont jugées par nature et par culture peu inclines au respect des normes. Des vastes secteurs sociaux, et pas seulement les classes moyennes, perçoivent les habitants des quartiers défavorisés comme incapables de se conformer strictement aux restrictions établies par les gouvernements. Les abus de l'État, dans le cadre de l'application des mesures d'isolement social, sont en partie alimentés par cette représentation. Les forces de sécurité développent des pratiques disciplinaires qui vont au-delà de l'application de la loi lorsqu'elles ciblent les populations les plus vulnérables. Elles s'inscrivent dans une logique répressive conditionnée par des questions de classe qui, dans certaines géographies, impliquent une forte composante raciste résultant des relations historiques entre les communautés aborigènes et criolles. Et finalement, pour conclure, essayant de respecter le temps, ah oui, c'était pas si mal. Depuis la fin de la guerre froide et les changements propres à la mondialisation, dans certains scénarios latino-américains, la politique n'est plus conçue comme une affaire de martyrs, comme une question de lutte et de sacrifice sous une forme traditionnelle. Cependant, la façon dont certaines sociétés latino-américaines font face à la pandémie laisse entendre que la vision héroïque demeure une composante de politique. Le culte de l'héroïsme est inséparable de la mort violente en défense d'un collectif d'identification. La communication au temps de la COVID-19 rappelle que la nation, en tant qu'expression d'un nous moderne, institue encore les sacrifices maximum. Or, le discours de guerre qui a imprégné globalement une partie considérable de la représentation de la lutte contre la pandémie ne se réduit pas à la défense de la société, à l'idée de la concorde induite par la menace extérieure. Il implique aussi l'état de nature, la confrontation de tous contre tous. Comme d'autres maladies, la COVID-19 provoque la désaffection sociale. En tant que rhétorique de l'exemplarité et technique de persuasion, les discours épiques met rapidement en évidence ses propres limites. Peur et isolement font que les héros peuvent être applaudis alors qu'ils s'exposent loin, mais aussi insultés et repoussés au quotidien dans l'intimité de leur habitat, puisqu'ils peuvent transmettre la maladie. La COVID-19 étant une maladie stigmatisante, les saluts demandent pour certains secteurs l'exclusion non seulement des infectés, mais aussi des porteurs potentiels de la maladie, même si ceux-ci travaillent pour la prévenir et la guérir. Dévoilés au fil du temps, les caractères épiques initiaux promus par le gouvernement en Amérique latine laissent voir, au niveau des sociétés nationales, la primauté de jeux à somme nulle qui a caractérisé, dès le début de la pandémie, les systèmes internationaux, la pérennité finalement de chacun pour soi. Et avec ça, voilà, c'est fini. Merci. Merci beaucoup, Mariela Audin. Il y a déjà une réaction à votre exposé, à votre conférence, une proposition de Nadège Mazar de comparer avec la France aussi.
Alors, je vais proposer tout de suite à Julien Demelaine de prendre la suite sur le Paraguay, déjà évoqué par Maria Laura Reali, et donc une réflexion sur le Paraguay, affronter le coronavirus dans un contexte bilingue. Julien Demelaine est doctorant en sciences politiques à l'EHESS. La parole est à toi, Julien. Donc, je remercie aux organisateurs pour l'invitation. Dans ces 15 minutes, je vais essayer d'établir un dialogue entre mon sujet de recherche de doctorat et le sujet qui nous réunit depuis hier dans ce débat si riche. Dans ce sens, je vais réfléchir à l'impact du coronavirus dans le cadre d'une analyse sociolinguistique du Paraguay. Le peuple paraguayen a souvent été présenté en tant que soumis, apathique, victime d'une idéologie autoritaire. Cette société réputée comme étant conservatrice a fait preuve d'un comportement exemplaire au début de la pandémie. Cette même population, entre guillemets, soumise, s'est indignée et est descendue dans les rues les derniers mois lorsque le gouvernement a été submergé par l'épidémie et les scandales de corruption. Nous allons essayer de comprendre la complexité de cette société pour nuancer cette vision un peu pessimiste de la société paraguayenne. En ce sens, le Paraguay était souvent présenté comme un pays isolé, avec une lente insertion dans le marché mondial. La pandémie a réactivé le mythe nationaliste de la guerre, comme l'a bien montré Maria Laura, toujours latent dans la société paraguayenne. La fermeture des frontières et le confinement strict ont été suivis par la population comme une loi martiale, ce qui a fait que le Paraguay n'a presque pas subi les conséquences de la première vague de la pandémie. Mais l'économie, surtout informelle, ne pouvait pas suivre aux restrictions sanitaires. Le coronavirus s'installe à partir du mois de septembre 2020, mais c'est au mois de mars 2021, plus d'un an après le début de la pandémie, que le Paraguay présente un système de santé effondré. Hier, Frédéric Keck nous parlait de la transmission silencieuse comme un des éléments centraux du dernier variant du coronavirus. Ici, on verra une autre dimension du silence. On a souvent associé la soumission de cette population au silence. À partir d'une lecture de l'histoire politique récente, ce silence pourrait être compris par les 35 ans de dictature entre 1954 et 1989, toujours présent dans la culture politique du pays. Mais nous pourrons émettre une autre lecture du silence qui peut s'expliquer à partir de la réalité sociolinguistique du pays. Face à une société qui vit quotidiennement entre deux langues, les Paraguayens utilisent le silence pour éviter de révéler leur faible niveau de vocabulaire ou leur confusion grammaticale dans une certaine langue. S'il y a bien quelque chose qui caractérise le Paraguay, c'est sa particularité sociolinguistique. Il s'agit du seul pays en Amérique latine où une langue autochtone, c'est-à-dire le guarani, est parlée par la plus grande partie de la population, bien que la population originaire soit minoritaire, moins de 2% de la population. Le guarani est porteur de l'identité nationale et de la fierté, en même temps qu'il est rejeté par une grande partie de la population accusée d'être un obstacle à la mobilité sociale. Nous sommes confrontés à un paradoxe dans lequel la société résiste à une assimilation totale de la langue dominante en même temps qu'elle reproduit la stratification sociale coloniale. Le bilinguisme représente une dualité culturelle où l'espagnol représenterait le contexte urbain et le guarani le monde rural. En plus d'une division géographique, il y aurait une relation étroite entre la classe sociale et la langue utilisée, où une classe minoritaire et privilégiée communique en espagnol et une classe populaire et majoritaire communique essentiellement en guarani. D'autre part, il existe également un accord tacite pour utiliser l'espagnol dans les espaces formels et institutionnels et le guarani dans les espaces familiaux et plus informels. Au niveau des politiques publiques, on observe comment le processus d'institutionnalisation et de reconnaissance des deux langues est un processus relativement récent. La décision politique d'institutionnaliser ce phénomène s'est surtout produite au cours des 30 dernières années. En même temps que nous reconnaissons cela, nous pouvons affirmer qu'il n'y a pas de politique publique proprement bilingue si l'on considère que les institutions n'utilisent pas le guarani de manière systématique. Bref, les institutions n'échappent pas à l'accord tacite présent dans la société paraguayenne dans lequel les choses, entre guillemets, sérieuses doivent être dites en espagnol. La récente institutionnalisation du bilinguisme n'est pas un événement isolé. Elle reflète
les processus d'institutionnalisation de la société paraguayenne, étroitement liés à la démocratisation du pays initiée en 1989, avec la chute de la dictature. Quand on parle d'institutionnalisation, on peut aussi parler du processus de formalisation. En ce sens, les indicateurs socio-économiques nous montrent une société où 78% de la population vit d'une économie informelle. La relation entre une large majorité qui communique dans une langue informelle et l'existence d'une grande économie informelle n'est pas une coïncidence. Cette institutionnalisation ou formalisation est surtout un phénomène linguistique, puisque les processus se déroulent largement en espagnol. En ce sens, tous ces processus vont de pair. Institutionnalisation, formalisation, urbanisation et pourquoi pas dire, en grand terme, modernisation. L'État, au-delà de ces efforts, n'a jusqu'à présent pas trouvé les moyens ou la formule pour inclure les Guaranis et les mondes qu'ils représentent dans ces processus de modernisation. Un exemple de la tension encore présente entre les deux langues est le Yopara, c'est-à-dire le processus où les deux langues se mélangent sans aboutir dans la construction d'une nouvelle langue. Dans le Yopara, nous pouvons trouver la métaphore d'une frontière diffuse entre les Guaranis et l'espagnol. Cette même frontière diffuse, on peut la trouver dans des autres dimensions comme la dichotomie entre le formel et l'informel, où nous pouvons observer comment les individus et même les institutions se déplacent constamment d'une sorte d'économie informelle à une économie formelle. On peut également trouver dans la frontière entre le légal et l'illégal, ou entre le public et le privé, ce qui laisse parfois la place ouverte au népotisme dans la fonction publique. Nous pourrons observer l'idée d'une certaine double conscience où, dans la manière que l'individu sait quel contexte doit utiliser l'une de ces deux langues, il sait également quel genre de légitimité utiliser. S'il veut une légitimité charismatique, il doit utiliser le guarani. S'il préfère une légitimité institutionnelle, il doit utiliser l'espagnol. Cette confusion tient à une absence historique de l'État, où la légitimité même des institutions est remise en cause car elle ne permet pas l'accès aux droits fondamentaux. L'institution est présente comme un élément éloigné qui ne permet pas la mobilité sociale ou pire, comme un élément qui renforce les inégalités sociales. Face à cette absence institutionnelle, des figures comme les clientélistes apparaissent comme une forme de médiation entre les citoyens et l'institution. Il s'agit parfois même d'un acte de traduction d'un citoyen qui parle guarani et d'une logique institutionnelle construite en espagnol. Dans le cadre du clientélisme, un bon politicien, si on prend l'exemple de la santé, n'est pas celui qui construit et planifie un bon système de santé, mais plutôt celui qui aide dans les moments les plus difficiles ou celui qui offre les médicaments ou celui qui aide à payer la facture d'électricité. Là où l'État ne remplit pas son rôle de garant des droits, les partis politiques, par la médiation de leurs opérateurs, substituent une logique des droits à une structure de favoritisme. Le clientélisme est une notion d'un présent immédiat, orienté par l'urgence du besoin de la population. C'est ainsi comment l'improvisation prend la place de la planification en termes de politique publique. En ayant dit cela, nous pouvons comprendre certains éléments de la gestion de la pandémie au Paraguay. Hier, Robert Boya montrait avec la trajectoire de chaque pays comment certains bons élèves devenaient de mauvais élèves dans la lutte contre le coronavirus. C'est le cas du Paraguay. Avec le système de santé effondré en mars 2021, la crise sanitaire s'est transformée en crise politique quand des milliers de manifestants occupent les rues pour réclamer la démission du président et le Parlement entame une procédure d'impeachment contre le président. Finalement, il est sauvé par le soutien de son parti politique, mais le ministre de la Santé finit par démissionner. Le gouvernement avait promis dans un début, s'appuyer sur les sacrifices de la population lors du premier confinement pour améliorer le système de santé avec un budget de 1,6 milliard de dollars destiné à la crise sanitaire. Il est intéressant d'analyser de manière ethnographique les moments déclencheurs de cette crise. Il se déroule lors de la visite du vice-ministre de la Santé à l'hôpital spécialisé dans les maladies respiratoires. Le vice-ministre commence à parler avec les proches des patients qui lui explique les déficits du système de santé. Le vice-ministre, avec des larmes aux yeux, n'arrive pas à proposer une solution institutionnelle. Au milieu de la conversation, une infirmière apparaît et introduit le Yopara dans la conversation pour dénoncer la classe politique et qui, selon elle, était responsable de la situation. Quelques heures plus tard, cette même infirmière, on découvrira
qu'elle était candidate du Parti Colorado, c'est-à-dire du parti qui est au pouvoir, et qu'elle distribua des médicaments du ministère de la Santé dans les quartiers populaires. Cette scène, filmée par les médias, synthétise la culture, d'une certaine manière, la culture politique paraguayenne. La frontière floue entre le formel et l'informel, les clientélismes, l'inégalité sociale, l'improvisation de la gestion de la santé, la corruption et même la solidarité. Dans la plupart des pays, la pandémie a souligné l'importance de l'État avec un certain retour de l'État-providence, en opposition à un certain modèle de l'État néolibéral, comme on a un peu vu dans la table précédente. Au Paraguay, on ne peut pas parler d'un retour, encore moins, de la culpabilité du néolibéralisme, mais plutôt d'une crise du modèle clientéliste. Avec des traitements compris entre 2 000 et 5 000 euros pour traiter le Covid, les politiciens ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas financer ce niveau de clientélisme, en sachant que seulement 26% de la population a une assurance de santé, soit privée, soit publique. En ce sens, la pandémie met en évidence la responsabilité de l'État dans la planification du système de santé publique. Cette crise du clientélisme est également associée à une certaine crise du Parti Colorado qui gouverne le pays depuis 1947. Après, d'un autre point de vue, il est intéressant d'analyser la communication gouvernementale. Le Guarani est pratiquement inexistant pour expliquer les mesures sanitaires. Il y a un qui est autre spot publicitaire, mais globalement, il est absent. Pendant la pandémie, on s'aperçoit du début d'une politique de traduction en langue des signes lors des dernières conférences de presse du président et du ministère de la Santé. Au contraire, les Guarani continuent absents dans les comptes rendus du gouvernement. Tous les décrets sont publiés en espagnol, mais le Guarani est utilisé comme un élément anecdotique pour nommer certains programmes, comme vous voyez sur l'écran, programmes sociaux destinés à mitiger les conséquences de la pandémie, tels que Petit Vent, ou dans certains hashtags tels que Eputan de Rogape, accompagné du hashtag en espagnol Quédate en casa. On observe comment un ministre ou un président qui communique en espagnol transmet une certaine image sérieuse. En même temps que la population critique le gouvernement soit en espagnol, soit en guarani, soit en yopara. Un exemple de la critique est cette critique au président qui est faite par les hashtags Desastre co marito. Les co, en guarani, infiltré dans une phrase en espagnol, donne la force et l'identité à la critique car il montre la manière spontanée de parler du paraguayen. Comme pour la langue, les individus cherchent de manière créative à se conformer aux mesures sanitaires, en mélangeant et recyclant les ressources qu'ils possèdent. On a ainsi vu l'émergence d'une série de billets créés à partir d'un mélange de matières recyclées. Cette volonté de la part de la population pour respecter les mesures sanitaires démontre ainsi qu'il n'y a pas un rejet total à l'ordre institutionnel. L'improvisation devient également une réalité informelle. Il suffit de se promener dans les jardins des hôpitaux pour observer comment les proches des patients s'installent dans des campings précaires, montrant à une échelle microsociale et éphémère les processus d'urbanisation paraguayen, on peut dire peut-être aussi de l'Amérique latine, avec la formation des bidonvilles dans la capitale. En ayant dit cela, nous pouvons affirmer que la société paraguayenne ne repose pas nécessairement sur les institutions, mais plutôt sur les individus eux-mêmes. La société consciente de l'absence de l'État, au lieu de critiquer et d'exiger ses droits respectifs, finit par aider les institutions chaotiques par le biais des activités solidaires. L'idée d'une solidarité installée dans la société occupe une place centrale dans l'imaginaire social au-dessus d'une idée des droits institutionnels. Face à la corruption généralisée et un État fortement absent, la société improvise et crée des liens en assumant les rôles des institutions. La vie de la population n'apparaît pas comme un droit ou une responsabilité de l'État, mais repose plutôt directement sur la société. Plusieurs exemples, comme vous le voyez, là j'ai mis un petit exemple, plusieurs exemples d'activités solidaires émergent dans les réseaux sociaux contre le Covid. Même les entreprises, souvent réticentes à payer plus d'impôts, s'inscrivent dans cette logique de solidarité. On constate comment les individus financent et soutiennent l'État, non pas par le paiement d'impôts, mais par des activités solidaires. Ces faits
permet de comprendre l'importance d'une tradition communautaire dans le fonctionnement de la société paraguayenne, mais aussi son invisibilité au niveau institutionnel. Avec les activités solidaires, c'est la communauté locale qui finit par subventionner les institutions, accentuant ainsi les indices d'inégalité et de pauvreté. Dans ce sens, ces dernières semaines, on a vu des classes privilégiées qui voyageaient à Miami pour se faire vacciner, en même temps un indice de pauvreté qui a augmenté de 3,4% en 2020. Pour conclure, nous avons vu comment la réalité sociolinguistique nous permet d'identifier certains traits de la culture paraguayenne. Dans un pays habitué à compenser l'absence de l'État par des liens de clientélisme ou de solidarité, la pandémie arrive avec force pour réaffirmer l'importance de l'État. La société paraguayenne oscille entre des mécanismes de solidarité caractéristiques d'une société plutôt traditionnelle, le clientélisme et en même temps la revendication des droits caractéristiques des sociétés plutôt modernes. En ayant dit cela, on se pose la question si toute société doit-elle nécessairement passer par un processus de formalisation ou d'institutionnalisation, et je pense que la pandémie ouvre un peu ce débat aussi en Amérique latine sur le rôle de l'État. Bon, je vous remercie. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup à tous les intervenants qui ont tenu les 15 minutes de manière absolument parfaite, sans aucune nécessité d'intervention. J'espère que le public aura pu sentir cette gradation que nous avons faite des Amériques vers le cône sud, vers le Paraguay, avec un focus de plus en plus resserré, qui nous permet de poser cette question de l'État, de la présence de l'État d'une part, dans la gestion de la pandémie, mais aussi donc cette réponse des populations amérindiennes à l'inexistence, l'absence, les défaillances de l'État. Alors, j'ai déjà pas mal de questions dans le chat, mais on a donc, traditionnellement, on donne la parole aux intervenants, aux 6 contributeurs de cette table ronde pour se poser mutuellement quelques questions. Donc, Maria Laura, Lionel, Claire, Stéphane, la parole, Edgardo, la parole est à vous. Je vous la donne. Edgardo, oui. Non, moi, je voudrais souligner quelques points sur notre travail. Notre réflexion, c'était fait dans un contexte qu'on est tiraillé en tant qu'on travaille en France et on est sur des sujets posés sur l'Amérique latine. On regarde finalement des cultures politiques qui sont assez différentes et on s'est posé la question pourquoi les discours qui avaient développé Macron sur la question de l'allégorie, la métaphore de la guerre, il a été aussi fortement critiqué, résisté dans la société française. Et de l'autre côté, presque de forme simultanée, il y avait une espèce de discours installé dans les différentes sociétés où la vision épique, la dimension héroïque de la politique était réinstallée. Non? On s'est posé la question si finalement l'idée ici, c'est une idée de la politique en tant que gestion ou administration de la chose publique, la santé est introduite comme un simple aspect d'administration, et de l'autre côté, en Amérique latine, encore il y avait des restes d'une vision héroïque propre à la modernité de la politique, où la politique continue à impliquer encore les enjeux liés à la survie et à la vie. Donc, dans ce contexte, on a commencé à regarder la situation, on a commencé à voir que ce qui apparaissait très clairement souligné dans le cas de la société argentine, qui a une tendance presque naturelle, je ne voudrais pas tomber dans une vision essentialiste, mais une espèce de recours permanent à l'histoire. L'histoire, la lecture du passé réapparaît, il est réutilisé de forme permanente dans la politique quotidienne, ce qui pouvait apparaître comme une spécificité de la société argentine. Elle était présente aussi dans les autres sociétés. On commence à voir qu'au Chili, on va voir qu'au Pérou, en Bolivie, avec des logiques très différentes, apparaît cette figure de la vision épique, apparaît le discours de la guerre, et apparaît aussi la discussion sur la menace extérieure, hein, et la question de la unité. Cette vieille idée de titre livre, la menace externe comme lien majeur de la concorde. De quoi on parlait avec ça? Puisqu'en plus de cette question de la menace extérieure liée à la guerre, apparaît aussi l'idée qu'il y a un acteur lié à l'État qui se réinstalle dans les politiques, dans les cas de la politique, c'est le militaire. Il y a une espèce de discours d'une apologie de l'héroïcité, mais aussi il y a un acteur qui est un acteur historique présent dans la société latino-américaine qui se réinstalle. Les militaires participent
avec des logiques assez différentes, mais participent. Déjà, ce n'est pas une nouveauté, puisque la théorisation sur le rôle des forces armées latino-américaines dans la gestion des pandémies, des maladies, c'est un problème des années 90. Il était déjà réinstallé, et ça participe aussi de la lecture géopolitique de la région. Il suffit de voir la politique de commandement sud, qui la semaine dernière, il était de visite en Argentine et en Uruguay, et qui on voit que la gestion de la pandémie participe des relations extérieures, dans un contexte où il apparaît un autre élément important dans l'analyse, qui c'est que la pandémie a réinstallé la dépendance de la région. Une dépendance d'abord liée à l'insertion dans le système international, une dépendance liée aussi aux crises financières différentes. Déjà, hier, Robert a parlé sur ce sujet, mais aussi une dépendance par rapport à la question sanitaire. Donc, il apparaît des acteurs qui ont été installés dans les années début de ce siècle, comme la Russie, comme la Chine, qui participent activement avec les questions de la géopolitique des vaccins. Donc, la question militaire, la question de la guerre, elle était très présente. Mais dévoiler cette question de la guerre, dévoiler cette question des militaires, il y avait des lectures différentes de qu'est-ce que c'est l'altérité, qu'est-ce que c'est la menace. La pandémie, la maladie, elle est pensée en termes de risques et de menaces depuis longtemps dans la question militaire. Mais dévoilé, il avait des choses très différentes. Et c'est là que c'est très intéressant de voir qui on pense, qu'est-ce qu'il y a derrière, la logique de l'unité nationale par rapport à cette altérité. Ça laissait de voir des concepts différents. Dans le cas de l'Argentine, c'est très intéressant parce que l'allégorie de la figure des Avengers, comme Maria-Laure l'a montré dans le cas de la Bolivie, le recours à la question, cette question globale, cette espèce d'imaginaire Marvel, placé pour mobiliser la question de la menace, ne correspond pas à la logique, dans le cas de l'Argentine, du gouvernement péroniste, qui a fait appel à une figure historique comme c'est la figure de l'éternaute, à l'idée d'un héros collectif, pas d'un héros individuel. Dans cette logique, il avait une idée de penser que l'autre, la patrie, c'est l'autre. Avec toute une idée de la protection. Mais dévoiler cette question de la protection, on laisse voir le conflit. C'est très intéressant, parce qu'au-delà du discours d'unité qui a essayé de promouvoir le gouvernement à partir des publicités et des campagnes, on voit la radicalité de comment la politique a été utilisée, comment la pandémie a été appropriée et utilisée en termes politiques pour l'opposition. Le degré de l'utilisation, la politique, la pandémie est devenue un élément de la logique politique de tous les jours. Et ça, c'est un élément que je pense qu'il manquait un peu dans l'analyse de notre colloque. Comment les différents partis politiques, comment les conflits politico-idéologiques a participé à partir d'une dichotomie entre protection et santé. C'est une vieille réflexion, c'est une réflexion presque hobbesienne. Donc, il apparaît. Et ça, c'est très intéressant parce que tout au long, à fur et à mesure qu'on voit comment la pandémie s'installe, dans la crise économique s'installe, qui c'est l'autre élément, on voit qu'il y a une confrontation permanente. Et que la unité nationale disparaît en fonction de cette espèce d'idée de chacun pour soi au niveau de la société. Ça fait que les médecins sont applaudis. Il y a des campagnes, comme il y a au début en France, d'applaudir les médecins, mais après, ils les jettent des pierres. Ils sont virés des bâtiments. Les voitures sont raillées. Donc, il y a une série de phénomènes qui montrent la contradiction entre la société imaginaire et la société réelle. La idée, c'est chacun pour soi. Et Edgardo, justement, pour reprendre ce point-là, pour focaliser sur les singularités, l'hétérogénéité, tout ce qui résiste en fait à ce discours d'unité nationale, comme tu le montres, qui est rejoué un peu tous les jours, cette politicité-là du Covid qui se joue chaque jour. Peut-être qu'on peut se réinterroger. Je pense que je reprends un peu peut-être des questions que pose Emmanuel Pérez-Tisserand dans le chat, dans les questions. Est-ce qu'on peut dire que toutes les populations amérindiennes vont réagir de la même manière? Alors, je reprends, Claire, ce que vous avez mis au point, dénoncer à la Cour pénale l'incurie des gouvernements, exprimer la crainte d'une perte culturelle, barrer les routes, expérimenter des médicaments par un jeu d'essais et d'erreurs, chercher à se vacciner au maximum. Voilà. Donc là, dans la première intervention, Claire et Lionel et Stéphane, vous avez dessiné un ensemble de réponses qui est un peu commune entre les Grandes Plaines et puis l'Amazonie. La question, c'est est-ce que
et qui dénoncent, qui vont vraiment contre tous ces discours d'unité nationale que vous avez très très bien montré, Maria Laura et Edgardo. Je me demandais, est-ce que vraiment est-ce que c'est si homogène que ça dans les réponses des populations amérindiennes? Peut-être Lionel et Claire, vous pouvez reprendre. Stéphane, vas-y Stéphane. Ouais, juste un tout petit mot, parce que c'est ce qui m'a peut-être le plus surpris quand on a commencé à travailler ensemble, et ça m'a beaucoup plu d'ailleurs comme exercice de style. Qui aurait cru que les Grandes Plaines rencontreraient un jour l'Amazone. Et en tout cas, ce qui est impressionnant, c'est de voir la réaction amérindienne, autochtone. D'abord, ils sont complètement oubliés des gouvernements. L'État-providence est quand même réservé au gouvernement dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud, et les Amérindiens sont systématiquement oubliés. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est les mêmes réponses, que ce soit le blocage à l'accès. Alors, c'est illégal aux États-Unis. En plus, le blocage aux accès, la recherche de pharmacopée, on va retrouver ça, mais même au Mexique et dans certaines régions du Mexique, un peu partout, il y a on a l'impression qu'il y a une espèce de résilience qui a été apprise peut-être il y a 500 ans avec les premiers contacts. Je suis très surpris que cette façon de résister soit pas à étudier plus par le monde global, puisque c'est quand même des populations qui, dans les forêts notamment, ont cohabité sans difficulté avec des espèces animales et des zoonoses depuis des siècles, et qui ont su développer des modes de partage du monde avec ces problèmes, et qui pourraient être un modèle pour nous, même si dans les sociétés urbaines, on peut comprendre que c'est peut-être plus compliqué. Mais en tout cas, on connaît très mal ces équilibres autochtones, et peu de gens se penchent dessus. Je crois que c'est un sujet d'étude qui mériterait peut-être un peu plus d'attention. Mais Lionel, je te laisse la parole. Oui, juste pour compléter, c'est vrai que, alors évidemment, non, je pense qu'en tout cas, on n'est peut-être pas en position pour parler d'homogénéité, c'est certainement pas homogène, en tout cas, on peut pas le dire. Mais c'est vrai que dans les exemples que l'on a trouvés, en mettant effectivement nos ou nos deux champs de recherche, parce qu'avec Claire, on partage quand même le même, mais on a été frappé par certaines ressemblances chez certaines populations, mais évidemment, on n'a pas fait le tour. Moi, celle qui me frappe le plus, la réaction qui me frappe le plus, c'est la préoccupation, effectivement, pour une préservation culturelle. Et donc, cette priorité donnée dans plusieurs populations, cette priorité donnée aux soins, à la protection des locuteurs ou des derniers locuteurs ou des derniers détenteurs de pratiques culturelles menacées. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant, oui, en comparant nos travaux et nos réflexions. Capucine, est-ce que je peux me permettre de réagir là-dessus? Oui, bien sûr. Voilà. Non, c'est juste que ça rejoint la question que je voulais poser, parce que l'idée de la Covid comme un révélateur social, parce que en fait, quand les peuples amérindiens se préoccupent de leurs locuteurs ou de la transmission de leur culture, en fait, si la transmission ne se fait pas avant la Covid, en fait, de toute manière, la question sera réglée à la mort des locuteurs, si c'est une mort naturelle, et elle sera réglée également dans le cas de la transmission culturelle si cette transmission ne se fait pas vers les jeunes de toute manière. Donc, en fait, ça me paraît plus être le moment où il y a des fragilités qui sont plus révélées ou plus mises en avant qu'un élément nouveau ou un déséquilibre, ou alors si c'est un déséquilibre, ça précipite un déséquilibre qui était préexistant. Donc, je ne sais pas si ce que je dis est très clair, mais j'aimerais bien que Stéphane et Lionel puissent réagir par rapport à ça. C'est-à-dire que typiquement, quand on parle des langues amérindiennes qui sont parlées par 3 personnes, qui ont généralement 60 ans, de toute manière, Covid ou pas Covid, la situation s'annonce pas très bonne pour la suite. Oui, tout à fait, mais c'est vrai que c'est révélateur en fait. Alors là, c'est pareil, il n'y a pas une réponse homogène par rapport à ces pratiques culturelles menacées. Mais si je prends l'exemple, par exemple, un des exemples que je connais mieux que les autres en tout cas, celui des Cherokees ou des Chickasaw que Claire a cité,
ce sont des nations amérindiennes qui, depuis longtemps, ont cette préoccupation, financent des programmes de revitalisation de la langue, des programmes d'éducation, etc. Et donc ça, ce n'est pas une préoccupation nouvelle. Mais cette pandémie et le fait que, évidemment, ce virus menace plus particulièrement les populations les plus âgées et qui donc sont souvent les détentrices de la langue, ou parmi les derniers détenteurs de la langue, effectivement révèle quelque chose. Mais je pense que cette pandémie, dans ces questions-là, et puis dans d'autres domaines, joue le rôle de révélateur sur plein de questions. Ce qui est vrai, c'est que dans le cas des locuteurs, on est peut-être sur un exemple extrême, mais dans d'autres cas, c'est un partage de savoir qui est progressif. Et l'interruption brusque de la vie, j'ai envie de dire, de cette transmission rappelle beaucoup 1492, mais c'est surtout que les gens meurent avant leur heure. Donc, il y a vraiment une interruption. Et en tout cas, c'est ce qu'on va retrouver dans beaucoup de populations, c'est avoir mourir les anciens, c'est cette perte de ce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire connaître, de faire passer. C'est cette accélération de leur destin fatal qui pose un problème aux populations. Il ne faut pas oublier qu'on est dans les populations à transmission, à tradition orale, et que ça passe évidemment par la vie des gens. Et là, c'est un peu brusque quand même comme phénomène. Merci. Julien, une question? Oui, je voulais juste rajouter un peu dans ce débat aussi 2 éléments. Donc, d'abord, un élément historique aussi dans le sens de la pandémie, parce que si on analyse par exemple les discours nationalistes ou même les discours de belliques ou épiques au début, c'est une autre chose par rapport à la fin. Parce qu'on voit vraiment, moi je pense surtout au cas du Paraguay, au début, on avait vraiment ce discours d'exaltation et c'était vraiment à cause aussi de la peur. Je pense qu'en France aussi, il y avait un peu cette peur au virus. Et après, plus on s'habitue, plus cette idée d'unité disparaît aussi. Et ça, on voit aussi au Paraguay, est très lié aussi à la critique au gouvernement. Donc, on voit une transition d'un discours d'unification nationale vers un discours de critique au gouvernement par la gestion de la COVID. Et après, une autre chose aussi par rapport pour complexifier cette idée de l'identité nationale, moi je pense du cas paraguayen, on voit souvent cette histoire d'un côté du mélange de la langue, donc cette mélange-là qu'on voit entre les guaranis et l'espagnol, complexifie pas seulement dans le sens des communautés isolées, parce qu'on a aussi des communautés autochtones qui sont un peu isolées dans les territoires, mais aussi du mélange, donc c'est-à-dire de ces moments de contact comme un moment de complexification qui n'arrive pas à être résolue. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'il y a cette tension entre le guarani et l'espagnol qui est présente et que même si on a un peu, ça fait 500 ans qu'on est dans ce débat-là, cette tension-là continue. Donc, et ça, je pense que ces débats linguistiques montrent un peu aussi dans ce sens-là. Merci beaucoup, Julien, et à chacun pour les éclairages apportés. Je voudrais peut-être répercuter dans la suite de ce que tu dis, la question de Robert Boyer, ou Robert, tu veux peut-être la formuler sur la question d'informalité, justement. En vous écoutant, j'étais frappé parce que vous avez mentionné le taux d'informalité de 78% et l'incapacité de l'État. Et moi, dans mes études institutionnelles, je remarque qu'on a souvent l'idée État-marché et on a complètement oublié communauté. Et moi, pour avoir beaucoup étudié le Mexique, si le Mexique tient, ce n'est pas du tout par un État qui est fort, mais par la solidarité, soit communautaire, soit familiale. Et du coup, la question, est-ce que le clientélisme n'est pas l'expression du blocage d'un véritable État démocratique dans lequel les citoyens, ce qui est un terme d'ailleurs chargé de sens, font des demandes et l'État est suffisamment puissant pour les réaliser. Dans le cas des pays latino-américains, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas été capables de satisfaire. Et donc, on se replie sur le niveau local. Alors, au Resco Referens, cette théorie vient de l'explication, par exemple, de la mafia dans son rôle en Italie. Il n'y a pas d'État. Donc, est-ce que ce n'est pas la réhabilitation d'une forme qui n'est ni l'État ni le capitalisme, mais qui est la solidarité
organisée. Et est-ce que ce n'est pas là un attribut assez essentiel, si vous voulez, de beaucoup de sociétés latino-américaines? Et alors, j'observe beaucoup le problème d'AMLO. AMLO veut recréer un clientélisme direct entre lui et en dissolvant toutes les institutions au demeurant très fragiles. Vous voyez, c'est ça qui en vous écoutant, je me suis cru au Mexique. Je peux dire que par exemple en Équateur, c'est comme ça que les gens survivent. Hein. Ils sont enfermés et donc la seule solution qu'ils ont, c'est, mais bon, que ce soit dans les villes ou les campagnes, enfin, ou la forêt, les réactions sont les mêmes. Il y a un retour dans la solidarité qui n'a jamais cessé. Il est juste un peu plus fort en ce moment. Mais que ce soit dans les villes ou en forêt, on vit beaucoup de cette façon. Alors, dans le cas de l'Équateur, je pense que ça peut être appliqué à beaucoup de pays d'Amérique du Sud. Et je pense qu'effectivement, c'est peut-être un point qu'on n'a pas tellement travaillé depuis le début du colloque. La façon dont les crises du cycle de vie, et qui là sont multipliées évidemment par 100, font appel à des mécanismes de solidarité parentale, familiale et de voisinage, très territorialisés, très localisés, et donc peut-être aussi moins analysés, moins disponibles aussi à une analyse depuis le lointain. Tu veux répondre peut-être, Julien, ou rebondir sur ce que dit Robert? Oui, justement, sur la question du clientélisme. Moi, je pense qu'en Amérique latine, on a souvent vu cette idée de la sociologie de la modernisation aussi, donc c'est-à-dire une transition d'une société traditionnelle vers une société plus moderne. Mais en réalité, on voit cette transition n'a jamais été aboutie. Donc, il y a plusieurs phénomènes qui interagissent. Donc, parfois, on a des éléments communautaires donc, qui émergent. Parfois, on a des éléments institutionnels. Donc, et la société bascule parfois d'un modèle à l'autre, donc d'un modèle communautaire. Et le clientélisme est justement dans ces moments de bascule, de ces moments intermédiaires presque, de faire un sort de dialogue. C'est pour ça aussi que moi, je reprends cette métaphore du clientélisme, pas seulement comme un acte d'achat des votes, mais aussi comme un moment de médiation, de traduction. Parce que parfois, on voit qu'il y a une personne qui ne parle pas espagnol, qui parle avec le politicien ou avec l'opérateur politique pour avoir accès à un droit. Donc, cette idée et les droits, c'est quelque chose hispanique. Donc, c'est vraiment quelque chose construit en espagnol. Donc, dans cette idée du clientélisme, moi, je vois un peu cette tension des diverses sociétés qui coexistent. Et je vois aussi, comme vous dites, la question de la solidarité, mais en même temps, il y a, oui, une demande de droits. Donc maintenant, avec la pandémie, on voit, oui, il y a une demande de plus de santé, d'éducation, de travail, du logement, mais en même temps, il y a aussi cette chaîne solidaire de dire, je vais t'aider, on va tous aider dans ce contexte difficile et tout ça. Et en même temps, il y a les politiciens qui utilisent les ressources de l'État pour, soi-disant, aider les gens. Donc, il y a un peu tout ça dans le même espace. Donc, il y a un peu cette confusion entre différentes formes de société et c'est une manière aussi de s'intégrer. Merci, merci Julien. Je voudrais reprendre une question posée par Emmanuel Pérez-Tisserand, puisque finalement, on n'y a pas complètement répondu. Est-ce que les épidémies du passé sont explicitement mobilisées par la majorité des leaders indiens que vous avez connus, hein, je pense à Lionel, Stéphane et Claire, c'est-à-dire la mobilisation, c'est vous qui la faites ou bien ce sont les leaders? On a vu hein, des exemples de citations de leaders, donc certains les mobilisent consciemment, mais est-ce que c'est vraiment un phénomène généralisé, cette mobilisation et cette référence aux pandémies du passé par les leaders eux-mêmes? Et est-ce que quand même, il n'y a pas des conflits, des débats internes dans les communautés amérindiennes au sujet des mesures à prendre? C'est-à-dire que c'est vrai que quand on vous écoute, on a l'impression que c'est presque automatique, hop, pharmacopée, barrage de route. Voilà. Est-ce que vous avez pu avoir accès à des processus de prise de décision finalement? C'est assez généralisé, en tout cas en Amazonie, cette référence. Alors, toujours est-il, c'est toujours un peu difficile de savoir si c'est une lecture
traditionnelle ou une lecture historique des textes aussi de cette référence au choc épidémiologique. Il est autant inscrit dans les livres que dans les mémoires. Dans les mémoires, ce qui est peut-être plus inscrit, donc qui n'est pas le cas en ce moment, ce sont les souvenirs terribles de l'esclavage, du temps du caoutchouc qui restent encore. Mais la tradition orale, elle remonte difficilement au-dessus de 2 siècles. Donc, on ne peut pas trop compter sur ces souvenirs. En revanche, si, et je remercie pour François Michel pour pouvoir souffler cette référence de la fumée de métal est très clairement associée au contact avec les Européens et des maladies qui s'en suivent. Donc, il y a des moments de souvenir pour des contacts récents, mais c'est vrai que 1492, c'est loin quand même. Donc, il ne faut pas trop espérer. Mais c'est un discours quand même récurrent, que ce qu'on va retrouver dans les différents pays amazoniens, de dire que les maladies, il y a même des esprits, des esprits qui sont façonnés en argile, par exemple l'esprit des pustules, sur lequel on met un casque lorsqu'on le fascine pour faire la référence aux Européens, aux Blancs, qui sont venus apporter des maladies. Et ça, c'est vraiment des souvenirs qui viennent des rêves et du mode de connaissance chez les Amérindiens. Sur la fumée du métal, je pense que ce qui est particulièrement intéressant et pertinent par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que en fait, donc les Yanomami associaient les épidémies qu'ils ont contractées au contact des Blancs avec les outils qu'ils allaient chercher. Et donc, du coup, on se retrouve exactement dans la tension que nous avons, nous, entre confinement et réouverture. C'est ça qui se pose. C'est-à-dire, l'épidémie était la réponse malvenue à un besoin économique d'avoir des outils qui permettaient d'ouvrir des abattis plus grands et d'être plus productifs. Donc, on était vraiment dans la tension complète entre une meilleure réponse économique et se mettre en danger sur le plan social. Et c'est le même cas en Europe. Est-ce qu'il faut toucher les billets de banque ou pas, finalement? Un élément de réponse à la question de est-ce que les épidémies passées sont systématiquement invoquées. Je suis un peu à l'affût sur les réseaux sociaux et les groupes. Je parle d'Amérique du Nord native Twitter par exemple. C'est des références qui ont été très souvent invoquées. Les parallèles ont été faits très souvent entre les épidémies du passé et celles qui leur tombaient dessus, et là depuis 2020. Ouais. Même dans la presse écrite, d'ailleurs, il y a eu moi dans tous les articles que j'ai lus sur la pandémie, donc au Dakota du Sud, mais au-delà aussi, en fait, il faisait toujours référence aux épidémies du passé, et notamment en utilisant ces références comme un moyen d'éduquer la population à en fait, ce qui s'est passé pendant la colonisation. Donc ça, c'est assez intéressant. Et pour la question du consensus, moi, je vais parler du Dakota du Sud parce que c'est ma spécialité, mais il se trouve que les réserves, elles ont réagi toutes de la même façon, mais c'est face à l'inaction de l'État qui n'a mis en place aucune mesure particulière. Et ça se voit d'ailleurs, en fait, donc dans le discours du chairman, donc du président en gros de la réserve de Standing Rock en janvier, qui fait en gros l'état des lieux des nations tribales au Dakota du Sud, et qui ce discours d'ailleurs la gouverneure n'était pas présente, elle n'a pas souhaité venir, et qui explique en fait vraiment comment les nations ont réagi de concert et vraiment se sont tenus les coudes, quoi. Voilà. Donc Claire, ce que je me suis posé comme question, parce que je ne connais pas suffisamment le cas des États-Unis, c'est finalement, il me manquait un petit peu de contexte dans le texte, et peut-être aussi dans la présentation, mais ça c'est pour des questions de temps, sur le type de propriété qu'exercent les communautés amérindiennes sur leurs terres. Quel est le type de souveraineté qu'elles exercent? À vous lire, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus importante que celle que peuvent exercer des communautés sur leurs terres en Amérique du Sud.
et ça ne s'exerce sûrement pas de la même manière. Donc, peut-être que ça pourrait nous éclairer, que vous nous expliquiez un tout petit peu ce point-là. Alors, c'est une question très, très intéressante. C'est très compliqué. Mais oui, en fait, les réserves, enfin les tribus amérindiennes, donc elles ont leur souveraineté, c'est-à-dire qu'elles jouissent donc de droits à leur terre. Mais c'est un peu compliqué parce qu'aux États-Unis, en fait, la terre, en gros, elle appartient. Alors Lionel, vous allez m'aider là-dessus aussi, mais elle appartient en fait aux tribus, mais c'est le gouvernement fédéral en gros qui décide aussi, je ne sais pas trop. Les terres amérindiennes font partie du domaine public. Oui. Et le gouvernement fédéral délègue en fait, en quelque sorte, la souveraineté sur ces terres-là aux gouvernements tribaux. Mais effectivement, alors je connais mal les questions de souveraineté en Amérique du Sud, mais en Amérique du Nord, aux États-Unis, en tout cas, effectivement, les nations amérindiennes jouissent d'un relativement haut degré de souveraineté sur leurs propres terres. Et c'est une souveraineté qui, un peu à la manière des poupées gigognes, c'est une des couches de souveraineté aux États-Unis. Il y a le gouvernement fédéral, il y a les États. Et puis en deçà, mais pas vraiment en deçà, à côté en fait, à côté de celle des États, il y a la souveraineté des nations amérindiennes. Je dis à côté parce que vraiment la relation que les nations amérindiennes ont avec les Euro-Américains, elle se fait au niveau fédéral. Et ça, c'est obtenu de longues luttes depuis le début du 19e siècle où des États ont essayé effectivement d'empiéter sur les territoires amérindiens. Le gouvernement fédéral a établi que la relation avec les Amérindiens était une relation exclusive du gouvernement fédéral et que les États n'avaient pas à intervenir. Voilà, c'est une politique qui a été renforcée par des décisions de la Cour suprême dans les années 1830, etc. etc. Et c'est là, donc, du coup, entre les États individuels et les tribus, c'est là que les conflits émergent. C'est donc, par exemple, au Dakota du Sud, avec l'affaire des barrages qui ont été mis en place sur Cheyenne River et la réserve de Pine Ridge. En fait, la gouverneure du Dakota du Sud, elle a voulu faire présenter ces barrages comme étant illégaux, comme si, en fait, l'accès aux réserves, en fait, était illégal parce que ces barrages étaient sur des voies fédérales. Et donc, elle a fait remonter au niveau du gouvernement fédéral en demandant à Donald Trump de réagir. Et donc, les tribus, elles, ont surenchéri en disant non, en fait, c'est notre droit de contrôler notre territoire. Et il se trouve qu'en fait, ils ont eu plus ou moins gain de cause parce que les barrages sont restés. Donc, voilà, c'est complexe. Ça pourrait être vraiment formidable si vous pouviez rajouter ces petites informations pour nous dans le papier, enfin pour nous latino-américanistes, j'ai envie de dire, et sur l'issue d'ailleurs du conflit. Ça, c'est très important. Laura, pardon. Oui, non, en fait, c'est déjà un peu passé parce que c'était pour avant l'intervention, mais bon, je reviens sur une question qui a été posée, je pense que c'est toujours d'actualité. C'est un peu, je pense, qui recoupe beaucoup de choses qui ont été dites lors de ces débats. En fait, cette tension entre les récurrences, que toi commencé par présenter cette question, si on pouvait, toi dis en termes d'homogénéité ou pas, et ce qui est exceptionnel, parce que aussi en Amérique latine, on a tendance, au-delà de la question du change, je passe à un débat plus général, à penser les pays, les cas en termes d'exceptionnalité. Et que c'est un peu, c'est pour Julien, après la question, ça va dire, c'est une question que je vais poser à Julien. Et donc, comment on peut, cette tension, effectivement, comment on peut travailler cette tension sans tomber dans une question d'essentialisme, justement, dans tous finalement, les régions et dans tous les indigènes vont réagir de la même façon, tous les communautés, tous les pays. Mais aussi, le côté exceptionnel, je trouve qu'il faut aussi dépasser cette catégorie parce qu'après, comme a bien signalé, en fait, dans le débat, Robert Boyer, est-ce que ça ne peut pas aussi, certaines choses, on ne peut pas les trouver dans d'autres scénarios, notamment la question pour les cas paraguayens, les opérateurs politiques, comment ça marche, tous les côtés d'informalité, tout ce qui est l'informalité, etc.
et le manque d'État. Donc, finalement, on ne peut pas se dire aussi que jusqu'à quel point, parce que Julien a commencé par présenter son cas comme le Paraguay, il faut sortir de l'étiquette de Paraguay autoritaire, de Paraguay avec une population soumise, de Paraguay. Et en même temps, je trouve que les côtés informalité, les côtés... je pense que finalement, est-ce qu'on peut parler seulement d'une faillite de l'État au Paraguay ou cette manque d'État qui a amené la population finalement à ne plus résister à se prononcer? Ou bien il y a aussi cette question finalement au-delà de comment ça marche l'État ou pas. Ils ne sont pas été capables, c'est-à-dire il y avait un système qui marchait finalement, et au moment où ces opérateurs politiques, ou ces médiateurs, où la voie traditionnelle ne marche plus, parce que c'est plus possible, parce qu'on ne peut pas donner 5 000 € en personne pour se faire soigner. Et c'est là qui provoque finalement les cracks, et pas nécessairement un changement dans la mentalité de la population que d'un coup veut changer l'État. Je ne sais pas si c'est... Donc ça, d'une part, et d'autre part, je suis tout à fait d'accord avec... c'est-à-dire, est-ce qu'on veut changer vraiment les règles de jeu? On s'aperçoit que quelque chose qui marchait bien, mal, peu importe, ne marche plus. Et d'autre part, Julien, c'était la question de, en fait, je suis tout à fait, on est tout à fait d'accord, je pense, Edgar aussi, avec le fait que ça a évolué. C'est qu'on a présenté, nous, comme cette réponse solidaire, ces discours qu'on a présentés un peu en début de pandémie. Je pense qu'effectivement, ça a évolué vers autre chose. Et on a essayé, même si on n'a pas trop parlé de ça, de rendre compte de ces changements, de cette évolution, quand on a parlé à la fin de que finalement, oui, on avait beaucoup évoqué les héros du passé, là, mais que ces discours avaient fini par, comment dire, les résultats avaient été assez mitigés, par exemple dans les cas argentins, où maintenant, vraiment, c'est les mêmes héros ils continuent de parler en termes histoire, mais c'est vraiment pour aller à la confrontation totale. Et même au Paraguay, j'imagine que ce discours, c'est un peu aussi, comment dire, à la fin a été aussi remise en question parce qu'il y a d'autres questions qui sont imposées, et notamment cette manque de solidarité finalement qui a montré la crise sanitaire. Alors, il y avait une autre question pour Julien en même temps dans les questions de la salle, c'est si la question du métissage a été mobilisée comme discours unitaire, enfin pour unifier la nation. Au Paraguay ou peut-être dans d'autres pays, peut-être pour Maria Laura et Edgardo, on peut élargir la question. Au-delà des discours héroïques, est-ce que les discours sur le métissage ont servi à une matrice d'union? Julien, peut-être pour les questions de Maria Laura. Je vais répondre à Maria Laura. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que même cette table ronde démontre justement qu'on peut sortir de l'exceptionnalité. Donc, dans ce sens-là, je pense que oui, c'est vrai, il y a la question du Guarani, que c'est quelque chose d'exceptionnel au Paraguay, mais en même temps, dans ces cadres-là, on trouve des phénomènes comme les clientélistes, comme Robert Boyer l'a dit, on trouve au Mexique, on trouve en Bolivie, au Pérou, l'absence de l'État aussi. Je pense que si on pense la présence du narcotrafic, pour dire une chose, c'est aussi dû à l'absence de l'État. Donc, il y a plusieurs éléments comme ça. L'informalité, je pense que le Paraguay, ce n'est pas le seul pays en termes d'indice d'informalité, en termes d'économie. Quand on discute l'Amérique latine, on discute la question de l'économie informelle, et ça revient souvent en termes d'économie. Donc, je pense que tous ces éléments-là sont des éléments communs en Amérique latine. Donc, je pense que aussi l'idée de s'isoler en termes de nations reflète aussi cette idée de s'isoler en termes de communautés. Donc, pour se défendre de l'avancée du virus. Je pense que ce discours bellique aussi, c'est un discours, et pas seulement latino-américain, on l'a vu, vous avez bien mentionné avec Macron, et dans une grande partie du monde aussi, ce retour du discours bellique, qu'au fil et à mesure, pour moi, ça a changé. Donc, je pense que oui, je suis tout à fait d'accord dans ce sens-là, qu'on partage pas mal d'éléments, et je pense que moi, j'ai juste essayé justement de voir ça à partir du cadre linguistique. Et par rapport au métissage, oui, dans les années 30, il y a eu surtout dans les années 30 donc, une construction du discours nationaliste appuyée sur l'effet de l'utilisation du Guarani. Donc, après les deux guerres, la guerre la Triple Alliance ou la guerre du Paraguay en 1865 et 1870 et la guerre du Chaco en 1932-1935, il y a une récupération du discours de l'utilisation du Guarani dans la guerre, c'est-à-dire comme une langue qui a permis de ne pas être compris par l'ennemi.
Donc, à partir de ça aussi, il y a une construction de l'identité nationale dans la figure de la guerre et aussi un peu avec la figure du paysan, donc du paysan qui parle guarani dans la campagne, et il y a un peu cette récupération de la part de certains intellectuels. Mais il y a toujours un conflit entre la récupération nationaliste et du métissage et la réalité elle-même. Parce que finalement, on se demande qu'est-ce que c'est le métissage, on se demande aussi quelles sont les communautés, parce qu'on a aussi des communautés qui ne sont pas guarani, hein, donc on a 19 familles linguistiques au Paraguay, dans 2% de la population, donc il y a toute une diversité qui ne rentre pas dans cette idée du métissage. Juste pour répondre. Je vais Edgardo, mais d'abord Evelyne. Bon, il nous reste 3 minutes, hein. Evelyne et Edgardo, je te donne. Bon, alors, bon, je te remercie. Non, très très vite, c'était pour répondre à une question que tu posais et qui a été reprise ensuite sur la réaction à l'intérieur des communautés qui ont fermé leur territoire. Parce que moi, en fait, je l'ai pu l'observer au Pérou, puisque j'étais au Pérou au moment du début de la crise. Et on a vu en fait non seulement des communautés de l'Amazonie fermer leur territoire, mais aussi des communautés dites paysannes dans la cordillère. Et on a vu aussi un certain nombre de conflits avec les personnes, les migrants, c'est-à-dire les personnes qui, en fait, même les personnes de l'Amazonie, en fait, migrent pour aller travailler sur les plantations, migrent pour aller travailler en ville, etc. Et il y a eu effectivement des tensions entre des gens qui voulaient revenir dans leur communauté d'origine après un temps plus ou moins long. Et donc cette dynamique de fermeture, et ça n'a pas été si consensuel que ça pour ce qu'on a pu voir, alors que peut-être au contraire du cas du Dakota. Par contre, au niveau national, il y avait une certaine légitimité de ces communautés à proposer ces fermetures, alors que il n'y a aucun substrat légal, c'est ce qu'on a un petit peu expliqué hier, pour proposer de telles fermetures. Et juste pour terminer, je pense que ces différentes tensions dont vous avez parlé, tous, je crois, enfin, qu'on voit entre l'État, pas l'État, les formes de solidarité, etc. En fait, toutes ces tensions, elles jouent aussi au niveau interne, je pense, et elles jouent aussi à tous les niveaux dans un événement comme ça, cette pandémie. Voilà, donc je voulais juste apporter ces éléments. Et peut-être pour aller dans le sens aussi de Maria Laura, que c'est pas que en Amazonie, effectivement, que des collectivités ont fermé leur territoire. Voilà. Et c'est pas si consensuel. Merci beaucoup, Evelyne. Edgardo, pour terminer. Vas-y. Je crois que la question de l'exceptionnalisme et l'ethnocentrisme est une caractéristique de toutes les sociétés que nous avons analysées. Et la question, tout en essayant de marquer sa différence, c'est penser qu'elle est unique et différente aux autres sociétés pour faire face au virus. Ce qu'on trouve, c'est clair aussi, c'est dans le cas du Pérou, dans le cas de Chili, dans le cas d'Argentine, la référence à quelques figures indiennes comme un élément de légitimation. Dans des sports, même la société chilienne, c'est un élément qui est assez présent. Donc ça, on l'a vu, on essaie de montrer une espèce d'univers mélangé où apparaît à côté des formes qui ont fondé la nation, les pères de la patrie, il apparaît accompagné de la figure indienne. Dans ces 3 cas qu'on a vus, il apparaît très, très clairement. Mais ce que je pense qu'encore, il faut souligner que tous ces discours qu'on essaie de montrer, c'est les limites des discours de l'unité de la nation pour laisser voir les conflits qu'il y a à l'intérieur des sociétés. Et ça veut dire, pour ça, on a fini avec l'idée de chacun pour soi. Surtout dans une société comme l'Argentine, où les conflits politiques et l'appropriation politique de la pandémie, elle est très forte. Donc, c'est une dimension que je pense qu'on a un peu laissée de côté, sur laquelle il faut revenir, puisque comment on a utilisé ici l'absence de politique d'État de santé expresse finalement des intérêts politiques qui sont antagoniques, c'est le débat entre santé et liberté, finalement, si s'expresse de façon mécanique. Merci beaucoup. Je peux juste ajouter à part, c'est qu'un instant, il y a aussi les figures féminines et des figures afro-américaines. Juste pour dire qu'il y a de nouveaux lignes de facture, je ne sais pas comment, de nouvelles revendications qui ont été aussi exprimées dans les cas Chantal notamment, dans les figures qu'on a récupérées. C'était juste ça. En tout cas, je crois que l'intensité de nos échanges, de nos débats, de la profondeur des questions aussi montre l'intérêt de vos contributions. Et je pense qu'on aura tous un grand intérêt à lire vos textes publiés bientôt. Donc, je vous dis un grand merci et à tout de suite après cette pause. Merci, à tout de suite. Merci.